La question d'aujourd'hui, c'est la question de la liberté. Précisément, peut-on perdre sa liberté? Et il s'agit de réfléchir autour de la vie, l'œuvre, l'action, la pensée de Rosa Luxemburg. Alors, Rosa Luxemburg, elle est surtout connue, enfin, elle est même que connue, pratiquement pour son engagement politique, puisque Rosa Luxemburg, c'est d'abord celle qui, avec son compagnon, son camarade, dirons-nous, Liebknecht, fonde le parti spartakiste, ce qui nous ramène à la révolution allemande, révolution qui n'a pas vraiment révolution avortée, révolution de 1918. Alors vous inquiétez pas, je vais tout remettre en place. Alors c'est très intéressant en fait de parler de Rosa Luxemburg aujourd'hui. Non pas que nous soyons tous des militants de la NUP, hein, voilà, je ne veux pas non plus, mais quand même, ça fait écho, c'est rigolo, à une certaine actualité, en fait, en général, puisque au travers des réflexions que mène Rosa Luxemburg, sur le plan bien sûr politique et philosophique, eh bien en fait s'articule toute une réflexion sur ce que c'est que la révolution et ce que c'est que la réforme, et ce sont en fait des questions qui curieusement, sont d'une extrême actualité. Curieusement, pas si curieusement que ça en fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que donc, la question de la liberté pour Rosa Luxemburg, c'est évidemment pas une question simplement d'ordre abstraite. Alors, en réalité, la liberté n'est jamais une question abstraite, mais cependant, on voit il y a des philosophes, comme par exemple les philosophes stoïciens, qui vont envisager la liberté du point de vue simplement de la posture que nous pouvons avoir en théorie vis-à-vis des événements et tenter même en tant qu'individu de s'extraire au maximum du monde et des différents événements qui le constituent. Ceci étant dit, même les stoïciens en fait connaissent par exemple parmi eux un des plus grands empereurs de Rome. Vous savez, Marc Aurèle est à la fois un grand philosophe et un homme politique s'il en est un. Donc on voit bien que même lorsqu'on se veut le garant d'une philosophie plutôt théorique et plutôt de l'ordre du retrait du monde, eh bien la liberté, sans doute, lorsqu'on y réfléchit, implique un certain engagement. Alors, concernant Rosa Luxemburg, autant vous dire que la question ne se pose même pas, puisque Rosa Luxemburg n'est qu'engagement, on pourrait dire ça comme ça. Alors, pour traiter la question qui m'a été soumise aujourd'hui, je vous propose de passer par trois moments. D'abord, faire un petit point biographique sur qui est Rosa Luxemburg, parce que bon, on en parle en en parlant, mais on ne sait pas trop de qui on parle et c'est normal. Et ensuite, un deuxième point, on verra que pour Rosa Luxemburg, la liberté, en fait, n'est qu'action, et que l'action est mouvement politique, nécessairement politique, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action individuelle. Donc ça, c'est intéressant de le comprendre. Et que, en fait, troisième point, en fait, on verra aussi que être libre, eh bien, c'est se libérer. C'est-à-dire que la liberté, encore une fois, est une action, tant du point de vue du fait qu'elle va, dans un premier temps, impliquer de s'associer avec les autres, mais dans un deuxième temps aussi parce que c'est une action même dans le sens où on n'a jamais fini d'être libre, en fait. C'est pas un état. De la même façon, je vais un peu vite, mais c'est pas grave, de la même façon que la révolution, c'est pas non plus un état. Il n'y a pas un grand soir où hop, on se réveille et puis hop, c'est la révolution. Non, c'est pas comme ça. Et Rosa Luxemburg est bien placée pour le savoir. Voilà qui fait donc une transition pour arriver à mon premier point, c'est-à-dire la biographie qui est Rosa Luxemburg. En fait, Rosa Luxemburg, c'est la grande classe. Elle est née en 1871. 1871, c'est la Commune. Ça nous ramène à une première révolution avortée. Révolution très importante dans le fondement de l'imaginaire socialiste, puisque en fait 1871 c'est ce qui fait que Marx à ce moment-là, alors elle naît en Russie, de langue polonaise et de culture allemande, c'est très important aussi. Elle naît donc exactement à Zamość le 5 mars 1871, et je disais c'est la grande classe parce qu'elle meurt en 1918, alors vous allez me dire ok, bon. Mais elle meurt en fait aussi à l'occasion d'une autre révolution. Donc elle naît révolutionnaire, elle meurt révolutionnaire, elle vit révolutionnaire. Voilà. 1918, révolution allemande, spartakiste en fait. Donc elle est née donc à Zamość, désolée pour ceux qui parlent le polonais, je prononce très mal. Donc je disais de nationalité russe parce qu'à l'époque, donc
il y avait eu une guerre entre la Pologne et la Russie, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques, mais disons qu'elle naît de nationalité russe, de confession juive, polonaise donc de langue, et allemande de culture. Alors ses parents sont très internationalistes, hein, elle n'est pas, comment dire, elle se construit aussi avec la culture de ses parents, et du coup ses parents insistent pour qu'il y ait dès la petite enfance un vrai apport culturel, et notamment multilingue, une grande ouverture sur l'Europe. Et donc, concernant par exemple la question de la judéité, c'est pas du tout une question qui va être centrale dans son enfance ou dans son adolescence, mais quand même, ça fait aussi partie de son identité. Donc c'est une identité extrêmement plurielle. Et c'est vraiment cette histoire de pluralité et d'internationalisme, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver tout le long de sa vie. Vie, vous l'avez calculé déjà, vie qui s'est achevée relativement jeune, hein, puisqu'elle est morte à 47 ans, et qui va être une forme de trait qu'on va retrouver partout dans ses engagements politiques, jusqu'à en faire, vous le savez, hein, un slogan, même si vous n'êtes pas d'extrême gauche, hein, l'international sera le genre humain. Eh bien, cela nous vient de Rosa Luxembourg, bien sûr. Alors évidemment, c'est dépoussiéré. Vous allez voir, je vais tout dépoussiérer là. Ça peut vous sembler un petit peu... Oui, on en a fait de ce slogan quelque chose d'un peu, disons-le, un peu galvaudé ou peut-être même un peu poussiéreux. Et en fait, à la lecture de Rosa Luxembourg, que je vous invite à faire, eh bien, on perçoit vraiment la signification de ce slogan, et notamment parce que Rosa Luxembourg, eh bien, elle vit aussi dans des périodes de turbulences nationalistes extrêmement, extrêmement fortes, extrêmement dangereuses. Du coup, dire qu'on est internationaliste à ce moment-là, ça a un sens quand même qui est très important. Donc, je continue parce que si je reste sur sa naissance, en fait, on va rester jusqu'à minuit. Bon, il va être content parce qu'il va devoir faire des changements dans le film, Stéphane. C'est pas grave. Bon, je reprends. Donc, alors ensuite, Rosa Luxembourg. Donc elle est née en 1871, je vous l'ai dit, et en fait très vite elle va devenir très vite militante, on peut le dire, puisque à 15 ans, alors elle fuit en Suisse, oui, à Zurich, dans une charrette, non mais c'est vrai. Elle fuit et elle va commencer à constituer un premier mouvement internationaliste, un premier mouvement de contestation communiste. Et de là, en fait, elle va commencer aussi à avoir des soucis très jeunes, hein, puisqu'elle n'a même pas encore, elle a 15 ans, avec les autorités, n'est-ce pas, parce qu'elle commence à être déjà sous le joug de la censure, ce qui va être l'histoire de sa vie d'ailleurs aussi. En fait, elle assiste donc à 15 ans aux premières luttes ouvrières, donc, qui se trouve être en Pologne, et c'est pourquoi elle fuit, en fait, je récapitule, hein. Elle se retrouve à Zurich à 15 ans, puisque en Pologne... Vous me suivez? Oui. Elle naît en Russie, elle va en Pologne. En Pologne, elle est fascinée par un mouvement ouvrier qui se met en place, qui imite le mouvement ouvrier qui est à ce moment-là le plus important en Europe, qui est en Allemagne, et qui en fait prend forme, elle prend fait et cause pour ce mouvement. Elle se retrouve en bisbille avec les forces de l'ordre, et là, elle prend une charrette, enfin, j'ai du mal à l'imaginer, hein, et elle se retrouve avec un petit réseau à Zurich. Tout ça, quand même, sous la protection de ses parents, etc. Hein. C'est pas non plus... il y a tout un mouvement comme ça de résistance qui s'organise. Et donc, elle se retrouve en Suisse. Et de Suisse, assez vite, enfin, il faut 3 ans, alors, parce que d'abord, elle fonde avec quelques amis la deuxième internationale, n'est-ce pas? Et elle se trouve ensuite assez vite, finalement, en Allemagne, à Berlin. Berlin qui est vraiment le cœur de la révolution socialiste et de la réflexion socialiste à ce moment-là en Europe. Bon, notamment, vous le savez, bien sûr, hein, Marx est allemand, il y a des réseaux qui se constituent d'intellectuels, et Berlin est vraiment un centre extrêmement favorable pour le coup aux intellectuels et aux personnes qui réfléchissent à la question de l'économie politique, c'est à ce moment-là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors que les autres capitales européennes sont plutôt réticentes et on a vite fait de se retrouver en prison pour des raisons de censure, en fait. Puisque voilà, donc elle s'y retrouve pendant une dizaine d'années, elle s'y installe à Berlin, elle y est très heureuse,
puisque justement elle peut militer, elle peut travailler, elle peut réfléchir. Elle avait commencé à faire des études de sciences naturelles qu'elle va abandonner, mais dont on va retrouver dans ses écrits, et notamment dans les lettres de prison, certains restes, une attention notamment à la nature et aux animaux qui est assez étonnante, qui est assez résistante, on peut dire. Donc elle ne nie pas ce premier amour, ou ce premier mouvement intellectuel, mais cependant, elle se lance assez vite quand même dans des études d'économie politique. Elle soutient une thèse, donc elle est docteur en économie, on va le dire, hein, d'économie politique, qui est assez remarquable d'ailleurs, hein, qui a été publiée ensuite, mais bien sûr après sa mort. Voilà. Alors, elle s'engage, donc je le disais, elle devient très vite militante, elle rencontre Kautsky, qui est donc un militant aussi socialiste, mais plutôt réformiste, avec lequel elle va avoir des déboires, parce que tout en étant proche de lui, elle va trouver que, justement, il est réformiste. Donc, or, pour elle, la réforme, c'est pas, comment dire, c'est intéressant sur le plan intellectuel, mais sur le plan politique, c'est totalement impossible, en fait, si tant est qu'on veuille réellement transformer les conditions de vie des travailleurs, les conditions de vie des hommes et des femmes. On ne peut pas se contenter de la réforme. Et elle va plus loin, plus elle y réfléchit, plus elle va loin, puisqu'elle va jusqu'à dire que finalement, le réformisme, c'est une sorte d'outil que vont utiliser les gouvernements européens de l'époque pour en fait faire rentrer progressivement, alors en France, dans le gouvernement, excusez-moi, on est dans la Première et la Deuxième République, le gouvernement Waldeck-Rousseau par exemple, avec le socialiste Mitterrand, et donc en Allemagne avec Bernstein notamment, on va en fait avoir des gens qui vont être, qui vont être utilisés du point de vue de Rosa Luxembourg pour finalement préserver le capitalisme. C'est comme si on faisait des petits saupoudrages avec des réformes concernant par exemple les conditions de travail, concernant, alors notamment, c'est important, hein, on va réduire les journées de travail, on va faire en sorte que les enfants, jusqu'à 10 ans, ne travaillent plus, enfin des choses qui sont quand même assez remarquables. Mais cependant, c'est vraiment, du point de vue de Rosa Luxembourg, non seulement c'est l'arbre qui cache la forêt, mais en plus, ça laisse entendre que finalement le capitalisme n'est pas un si mauvais régime que cela. Or, elle, de son point de vue, parce que je pense que c'est quelqu'un de fondamentalement optimiste, on peut tout à fait imaginer un autre monde, on peut tout à fait imaginer un monde sans capitalisme. Et notamment, son point de vue va se renforcer avec, évidemment, je vais un peu plus vite sur sa biographie, avec la guerre de 1914, la Première Guerre mondiale, puisque voilà, donc elle fait partie, c'est vraiment une intellectuelle très remarquable, très reconnue, un très grand orateur, donc elle est invitée partout en Europe. Alors elle a beaucoup d'estime, par exemple, pour Jaurès, avec lequel elle échange volontiers, mais avec lequel elle n'est pas fondamentalement d'accord, Jaurès étant davantage réformiste que Rosa Luxembourg, mais elle l'estime beaucoup et c'est une estime réciproque. Là où vraiment le bas va blesser, je ne sais pas si c'est tout à fait une expression, là où vraiment le bas blesse, c'est donc au moment de la guerre, où là il va y avoir vraiment une espèce de crise dans le socialisme européen, une espèce de scission. Il va y avoir ceux qui vont consentir à ce qu'on va appeler la paix sociale. C'est-à-dire que pendant un moment, on va renoncer aux luttes économiques, aux luttes sociales, etc., en raison de l'état de guerre. Et donc, il y a la mobilisation que demande la guerre, la mobilisation intellectuelle, la mobilisation physique, etc., qui va s'adresser donc aussi, bien sûr, et principalement aux ouvriers, implique qu'ils consentent, finalement, à arrêter de faire grève, etc., etc. Et Jaurès, il va pas dire non à ça. Alors évidemment, Jaurès, nous, ce dont on retient, c'est qu'il a été aussi assassiné en 1914, comme vous le savez. Donc on ne peut pas dire de Jaurès que quand même... mais voilà, il est mort. Donc il est mort, mais il y avait une certaine... il y avait des discussions là-dessus, c'est-à-dire que Rosa Luxembourg disait non, il faut poursuivre la lutte internationale et tenter au maximum de poursuivre la guerre. En fait, ça sert les intérêts capitalistes. Ça va ? Bon, je reviendrai là-dessus de toute façon parce que... Elle était plus ultra que lui. Bon, oui.
Ça, c'est vrai. On peut le résumer comme ça, tout à fait. Alors, pour Rosa Luxembourg, de toute façon, l'économique et le politique sont nécessairement liés. Les conditions de vie des ouvriers, par exemple, c'est une question politique. Et que tout d'un coup, ils deviennent des soldats, en fait, ils ne deviennent pas des soldats tout d'un coup. C'est-à-dire que, pour le dire de manière simple, ce sont les mêmes gens, les mêmes jeunes hommes qui vont se retrouver dans les tranchées, qui vont être tués par milliers. C'est les mêmes jeunes hommes qui étaient dans les usines ou dans les mines. Et donc, c'est ce qui la révolte. Et peut-être qu'elle a quand même un petit peu raison là-dessus. Je prends parti. Non, mais je suis bien obligée, parce que sinon, pourquoi je parlerais de Rosa Luxembourg? Du coup, de ce fait, pardon, il faut que j'arrête avec du coup, et tu comprends du coup. Voilà, donc pour Rosa Luxembourg, voilà, l'étau se resserre avec la guerre. Bon, elle le dit tellement haut et fort que de toute façon, elle se trouve, pour le coup, en prison pendant toute la période de la guerre. C'est là où elle écrit ses fameuses lettres de prison, et surtout, c'est là aussi où, parce que Bernstein, lui, non, voilà, si je l'appelle, oh là 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 là, erreur, Liebknecht, qui est un très grand, lui aussi, révolutionnaire allemand. Ils sont deux, finalement, fondateurs du mouvement spartakiste, et tous les deux sont en prison au moment où ils le fondent. Donc c'est intéressant, ce sont deux prisonniers politiques qui vont donc créer à la fois le KPD, donc le Parti communiste allemand, et le mouvement spartakiste, qui en fait va donner lieu ensuite à la révolution prolétarienne allemande en 1918. J'expliquerai plus dans le détail ensuite. Mais en fait, Rosa Luxembourg est libérée en 1918. Elle va être libre 6 mois. Et puis, vous le savez sans doute peut-être, elle est morte en janvier 1919 en étant battue à mort. C'est une mort absolument atroce. Parce que justement, on veut, et puis Liebknecht meurt aussi, on veut se défaire de tous ces représentants de ce mouvement révolutionnaire. Il faut savoir, vous le savez sans doute, que la deuxième révolution russe a eu lieu donc, en Russie, en 1917. Donc voilà, il y a de la part du pouvoir allemand et français, puisque en fait, Clémenceau, je suis désolée pour tout ce qui est de l'histoire, j'ai bien conscience que le contexte historique est un petit peu compliqué, parce qu'on est en 2022 quand même. Mais quand même, Clémenceau, par exemple, qui va consentir à donner des armes au gouvernement provisoire de l'époque pour mater la révolution spartakiste. Donc, de toute façon, il y avait un accord entre les gouvernants européens qui avaient extrêmement peur de cette montée, en fait, révolutionnaire. Donc voilà, j'ai fait vraiment une espèce de comment dire, je suis passée dans la vie de Rosa Luxembourg, c'est un petit point sur sa vie rapide. On peut dire cependant que Rosa Luxembourg, tout en fondant le mouvement spartakiste, tout en fondant aussi le Parti communiste allemand, demeure surtout un grand penseur. C'est-à-dire qu'elle ne va pas adhérer complètement, par exemple, aux thèses bolcheviques. Elle va continuer à y réfléchir, continuer à les contester, à les travailler de l'intérieur, et surtout, elle écrit énormément. Puisque, par exemple, un texte qui s'appelle La brochure de Junius, qui est un texte assez important dans l'histoire du socialisme, en fait, elle l'écrit en prison. Elle ne cesse de travailler. On peut dire que la vie, en fait, quand on dit que est-ce qu'on peut perdre sa liberté, concernant pour la question qui est posée ce soir, si on regarde la vie de Rosa Luxembourg, on peut dire que finalement, perdre sa liberté, c'est perdre sa vie, quoi, en somme. Mais alors, quelle vie? Parce qu'en fait, il y a différentes manières de perdre sa vie. On perd sa vie, on meurt, ok, merci Madame Taïbi, c'était super gentil de venir nous éclairer. Mais vivre simplement une vie du point de vue individuel, ça n'a pas de sens du point de vue de Rosa Luxembourg. Autrement dit, l'individu, l'homme, l'être humain, est un individu social, tout à fait. Est un individu d'abord en lien, dans une histoire, dans une société, et pas simplement patriote, surtout pas. Alors c'est intéressant, parce qu'à ce moment-là de l'histoire européenne, il y a aussi des individus qui vont se dire des êtres sociaux,
mais nationaux. Hein, donc, on est un être humain et donc on est rattaché à l'humanité. Donc, c'est en ce sens-là aussi qu'on parle d'internationalisme, en fait. Mais cependant, l'humanité n'apparaît pas comme ça, comment dire, de manière comment dire, spontanée. Elle apparaît au travers de la classe sociale à laquelle on appartient. Nous y voilà. Donc, j'arrive à mon deuxième point. La liberté, donc, c'est une action, et cette action, elle est nécessairement politique. C'est-à-dire que donc l'individu, je disais, appartient à une classe sociale, et la manière dont il vit, la manière dont il meurt, est déterminée par son appartenance à cette classe sociale. Alors, ça, cette thèse, qui peut sembler outrecuidante, en fait, est une thèse basique de la sociologie aujourd'hui. C'est-à-dire, on le sait très bien, vous le savez, je le sais, on ne vit pas pareil, on ne meurt pas pareil, en fonction de la classe sociale à laquelle on appartient. Hein. Et donc, ça veut dire que les déterminations sociales... Mais quand je dis on ne vit pas pareil, on ne meurt pas pareil, j'entends par là aussi la dimension spirituelle et métaphysique. Ça veut dire qu'on n'a pas la même vie, pas au sens simplement de l'argent, évidemment, hein. Oui, ça on le sait, mais aussi de la considération, mais aussi de ce à quoi on va avoir accès et de comment notre personne, notre singularité, peut ou pas être signifiante. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, il y a un texte qui éclaire très bien ce point. Alors, en plus, elle écrit très bien, et c'est une journaliste aussi, donc elle fait des articles tout le temps. Et il y a un texte qui éclaire ce que je viens de dire, qui s'appelle « Dans l'asile de nuit », où en fait, un petit texte, où elle fait référence en fait à un fait divers relaté dans un journal en 1912. Donc c'est pendant les fêtes de fin d'année, on est à Berlin, que je ne dise pas de bêtises, oui. Et donc on est en 1912, la bourgeoisie berlinoise fête les fins d'année, les Berlinois fêtent la fin d'année, et puis bien sûr vous avez les malheureux qui sont dans un asile de nuit, et à qui les âmes charitables vont de manière traditionnelle donner un repas, le repas de fête de fin d'année. Bon. Sauf que, en fait, ce repas s'avère être empoisonné, intoxiqué. Et donc, il y a un nombre de pauvres personnes qui meurent de manière... enfin, un nombre important de personnes qui meurent, en fait, des suites de cette intoxication alimentaire. Et puis, ça fait 3 petites lignes comme ça dans le journal. Et elle explique que, vraiment, c'est le symbole de ce que sont de la manière dont sont traitées, finalement, les classes les plus basses de la population de la ville, et à qui on va finalement donner à manger des biens, des données enfin, dont on n'a même pas vérifié si elles sont bonnes ou mauvaises, et que finalement on ne sait même pas combien de gens sont morts, on ne sait même pas qui est mort, etc. etc. Donc ça la révolte, au stade où elle écrit cette chose-là. L'asile de... Enfin, ce petit texte, et elle finit comme ça. L'asile de nuit pour sans-abri et les contrôles de police sont les piliers de la société actuelle, au même titre que le palais du chancelier du Reich et la Deutsche Bank. Et le banquet au hareng et au torboyau, c'est ce qu'on leur avait donné, hein, empoisonné de l'asile de nuit municipal, constitue le soubassement invisible du caviar et du champagne qu'on voit sur la table des billionnaires. Messieurs les conseillers médicaux peuvent toujours rechercher au microscope le germe mortel dans les intestins des intoxiqués et isoler leur culture pure, le véritable bacille, celui qui a causé la mort des pensionnaires de l'asile berlinois, c'est l'ordre social capitaliste à l'état pur. C'est une métaphore. Oui, voilà. Donc, et puis elle explique que chaque jour, en plus elle reprend la question des sans-abri, donc chaque jour les sans-abri meurent de faim et de froid, et chaque jour ils sont victimes des violences policières, parce qu'à l'époque ils sont plutôt, voilà, on les ramasse, on les met plus ou moins en prison, on ne compte pas les morts. Et donc pour elle, c'est vraiment... voilà. Elle dit, même le dernier d'entre eux, le vagabond, devient une force publique quand il forme masse, et ne formerait-il qu'un monceau de cadavres. Alors, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'elle en fait le moyen d'une mobilisation politique, ça c'est son côté... exactement. D'ordinaire, un cadavre est quelque chose de muet et de peu remarquable. Mais il en est qui crient plus fort que des trompettes et éclairent plus que des flambeaux.
Au lendemain des barricades du 18 mars 1848, les ouvriers berlinois relevèrent les corps des insurgés tués et les portèrent devant le château royal, forçant le despotisme à découvrir son front devant ses victimes. Donc là, elle fait référence à la révolution précédente. À présent, il s'agit de hisser les corps empoisonnés des sans-abri de Berlin, qui sont la chair de notre chair et le sang de notre sang, sur des milliers de mains de prolétaires et de les porter dans cette nouvelle année de lutte en criant « À bas l'infâme régime social qui engendre de pareilles horreurs ». Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ce qu'elle veut dire, c'est que ce cadavre, c'est comment dire, la vocation du prolétariat, du fait, en fait, de la violence du capitalisme à ce moment-là. Hein, je ne fais pas de lien nécessairement avec la vie de l'histoire que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, est réduit à l'anonymat. Et bien justement, le retournement, alors si on était Marx, on disait le retournement dialectique, consiste à faire de cet anonymat une force, et donc on transforme cet anonymat en masse, voilà, et on va en faire le moyen d'une lutte, mais qui n'a de sens que si elle est collective, bien sûr, parce que si c'est un cadavre, évidemment, ne produit aucun effet. Enfin, c'est quand même un cadavre. Donc, le problème du prolétariat ne peut se résoudre que par la solidarité et que par la collectivité, en fait. Et de ce fait, finalement, il ne s'agit pas pour elle de... comment dire, ce n'est pas théorique de dire, voilà... le prolétariat n'a pas le choix, en fait. Elle ne dit pas, voilà, le prolétaire peut ou pas, s'il veut s'associer avec ses camarades. En fait, s'il ne s'associe pas, s'il ne s'associe pas à ses camarades, eh bien, il meurt. Hein, voilà, voilà, il meurt. Ce qui peut sauver le prolétariat, c'est la solidarité. Et alors, c'est très intéressant parce que dans sa thèse d'économie, Introduction à l'économie politique, hein, qui est quand même un travail remarquable, une analyse, eh bien, elle part du principe que, basiquement, de manière fondamentale, les sociétés humaines, donc elle éclaire avec vraiment un travail de scientifique intéressant, elle éclaire le fait que, au départ, notamment en Europe, il y a des petits villages, etc., et que, au départ en tout cas, on trouve peu de sociétés qui ne soient pas ce qu'elle appelle sous un régime communiste primitif. Ce qu'elle veut dire par là, alors, on peut l'envisager de manière très simple, même par ici, je suppose, en Bretagne, je crois qu'elle parle même de la Bretagne, c'est-à-dire des réseaux de villages, enfin des organisations villageoises avec finalement une répartition des tâches, une solidarité qui n'a rien à voir avec la gentillesse, qui n'a rien à voir avec la charité, mais qui a à voir avec le fait avec la survie, en fait, et avec une organisation qui n'est pas fondée justement sur la concurrence. Et donc, ce qu'elle tend à montrer, c'est que le capitalisme arrive, effectivement, ça c'est vrai, il arrive à la fin du Moyen-Âge, en raison de plein de facteurs. Alors, avec lui, la démocratie, quand même, hein, bien sûr, mais aussi avec lui, la guerre, la concurrence, l'individualisme, qui a des vertus, bien sûr, mais ce à quoi, qui a aussi qui a des vertus au sens où la personne est reconnue, mais ce qu'on peut reprocher quand même à l'individualisme, c'est cette potentielle atomisation, c'est-à-dire le fait que ce défaut de solidarité, cette difficulté désormais à se penser dans un groupe. C'est chacun pour soi. C'est un peu chacun pour soi, alors oui, en fonction de la classe à laquelle on appartient. Alors Rosa Luxembourg dirait même que progressivement ça devient la classe des possédants, mais vous le savez, contre la classe en lutte les possédants vis-à-vis des possédés ou de ceux qui n'ont rien d'autre que leur force de travail, donc ce qu'on appelle des prolétaires en fait. Donc ce sur quoi Rosa Luxembourg reprend Marx finalement. Donc Marx, vous savez, du point de vue de Marx, de toute façon la société est divisée en deux classes, les bourgeois et les prolétaires, ceux qui possèdent la force de travail et ceux qui sont finalement cette force. Je fais un rapide résumé, mais là-dessus, elle s'inscrit, et c'est vrai que j'insiste un petit peu parce qu'on pourrait avoir tendance, en tout cas moi je me dis que c'est important de ne pas le voir simplement comme une caricature de Arlette Laguillet, quoi. Des fois j'ai l'impression quand je parle que je suis Arlette Laguillet quand je parle de Rosa Luxembourg. Bon, on peut avoir de la sympathie pour Arlette Laguillet, c'est pas le problème, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même assez profond. Ouais, mais Arlette aussi, oh là là, ça aussi je crois qu'il enlèvera la comparaison. Il enlèvera la comparaison.
Il va me maudire, en fait. Alors, revenons à nos moutons, enfin, revenons à Rosa Luxembourg. Donc, je disais que la révolution, voilà, que finalement, tout ça était impliqué donc un engagement très concret. Voilà, la liberté, donc c'est une question d'engagement dans un groupe, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler ensemble pour tenter de construire un monde nouveau. C'est beau. Alors donc, mais ça ne se passera que dans la lutte. Hein. Donc on ne fait pas un monde nouveau comme ça devant son écran. Non, on ne peut pas. On lutte. Alors la lutte, évidemment, c'est aussi la lutte armée. Hein. C'est-à-dire que Rosa Luxembourg n'est pas une gentille pacifiste avec des fleurs, tout ça. Si, elle aimait beaucoup les fleurs et les oiseaux. Et d'ailleurs, elle en parle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir une image trop... voilà. Cependant, elle est pacifiste au sens très fort du terme, c'est-à-dire que pour elle, la paix, la guerre plutôt, bah, ça conduit nécessairement à la mort comment dire, est un piège dans lequel le prolétariat trouve nécessairement la mort. C'est-à-dire que, ou plutôt, pour le dire autrement, la guerre fait partie comment dire, est un outil pour le capitalisme, en fait, c'est ça. Donc je reviendrai parce que voilà. Et donc, quand je dis qu'elle est aussi dans la lutte, j'entends par la lutte des classes, pour l'instant, et révolution. Alors, révolution, au sens où, parmi les textes importants de Rosa Luxembourg, il y en a un qui est fameux, qui s'appelle « Réforme sociale ou révolution ». Et dans ce texte, Rosa Luxembourg montre pourquoi, en fait, il ne faut surtout pas se satisfaire de la réforme et qu'il faut au contraire vanter et qu'il faut au contraire se tâcher de construire une révolution. Mais alors, il y aurait, pareil, là, attention, il y aurait quand même, ce serait un sacré contresens d'imaginer que la révolution, c'est un jour, le 22 juin 1922, j'en sais rien, ou le 14 juillet 2022, tiens. Non, c'est pas ça. La révolution, c'est pas la prise de la Bastille. La révolution, c'est d'abord des élans révolutionnaires, c'est des luttes, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, par exemple, elle va reprendre la question de l'échec de la révolution russe, la première, celle de 1905, d'accord, révolution donc qui échoue, mais dont elle dira que c'est un mouvement. C'est un mouvement, il y a des choses qui ont été acquises, des choses qui ont été pensées, comprises, et que, en fait, il faut continuer en fait, à se mobiliser, et que c'est élan après élan que nous parvenons progressivement à défaire le système capitaliste. C'est-à-dire qu'elle n'est pas romantique au sens où on pourrait l'être, par exemple, voilà, au sens de l'élan révolutionnaire, et hop, demain c'est fini, ma chérie. Non, elle le sait, d'ailleurs, elle sait très bien que ça va être difficile, d'ailleurs, à commencer pour elle. Je vous rappelle qu'elle a passé la moitié de sa vie en prison, quand même. Donc, mais elle pense que voilà, les choses prennent du temps, et que la révolution se fait progressivement. Et surtout, donc elle va s'opposer, je le disais, aux socialistes, à ceux qu'on appelle aussi en France les opportunistes. Alors là, c'était un mouvement de gauche, mais plutôt aujourd'hui, on dirait centre-gauche, donc susceptible de certains arrangements, de s'allier avec un gouvernement dans le but d'atteindre certaines réformes sociales, hein, quand même. Hein. Mais je le disais tout à l'heure, pour Rosa Luxembourg, c'est un piège. Donc elle est contre ce qu'elle appelle les structures hybrides, c'est-à-dire un gouvernement capitaliste, bourgeois, elle dirait, avec en son sein des députés socialistes. Alors, pour elle, de toute façon, tout l'État bourgeois va nécessairement, forcément, étouffer le mouvement socialiste. En fait, elle trouve ça très, très, très extrêmement naïf de la part des députés socialistes d'imaginer qu'en étant dans un gouvernement bourgeois, je parle comme elle, hein, ils pourraient faire quoi que ce soit d'autre que de se faire dévorer. Bon, voilà. Ce qui est touchant, cette naïveté. Mais voilà. Donc, et elle montre comment, en fait, il y a une espèce de solidarité entre les grands entrepreneurs, le monde, l'armée à l'époque, hein, on est avant la Première Guerre mondiale au moment où elle rédige ses premiers textes,
et puis le parlementarisme bourgeois, qu'elle appelle comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de consanguinité, on pourrait dire, connivence, voilà, et au sein de laquelle le parlementaire socialiste tel Millerand, dont elle parle beaucoup, qui va essayer de faire des choses, bah forcément, il est manipulé. Alors, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, parce que sinon, j'aurais jamais fini, puis vous allez en avoir marre de moi. Mais, par exemple, il va y avoir énormément comment dire, de tensions autour de l'affaire Dreyfus, pour la raison que c'est l'affaire Dreyfus déjà, et ça va mobiliser la gauche française est relativement dreyfusarde, d'accord ? Le socialisme à ce moment-là a son état de grâce, pour ainsi dire, puisque tout le monde soutient Dreyfus et c'est quand même tant mieux, c'est quand même l'honneur de ces partis, de ce mouvement-là. Cependant, dès lors que l'affaire est comment dire, bouclée ou réglée, les choses reprennent, les choses en fait redeviennent difficiles entre les différents mouvements dans le Parti socialiste, et il y a ceux qui vont imaginer que du fait que le gouvernement réussit finalement à laver l'honneur du capitaine Dreyfus, il n'est plus besoin finalement de lutter contre lui. C'est une bonne raison de s'associer dorénavant. Et d'autres qui, au contraire, vont se dire, mais attendez, n'importe quoi, il faut continuer, justement, on a réussi, là, donc il faut continuer, voyez. Alors, c'est pour ça que, là, je fais un résumé très rapide, mais on voit bien comment, finalement, si on nous le disait aujourd'hui, ça nous rappellerait des choses, quand même. Et, alors, je reprends, deuxième point important pour dire que la liberté est politique. Elle est politique d'abord parce qu'elle implique une collectivité, elle implique une lutte ensemble, mais elle est aussi politique parce que la liberté, ça va impliquer un choix, y compris lorsqu'on parle de notre vie individuelle d'ailleurs, c'est un choix qui est celui, nous dit-elle, je l'avais parlé tout à l'heure, du renoncement à la paix sociale. Et c'est là où c'est très très dur. C'est-à-dire qu'elle perçoit très très clairement dans ses écrits que une tendance qui est une tendance, je dirais presque naturelle. Quand on est dans une société, on a quand même parfois... on a des amitiés, on a des intérêts qui peuvent être des intérêts relatifs à la communauté à laquelle on appartient. Et la paix, et alors quand on s'engage dans une lutte révolutionnaire, on s'engage pour des idéaux qui peuvent sembler abstraits à certains moments de l'histoire. Je m'explique. Lorsque la paix sociale, donc c'est quoi ? C'est que tout à l'heure j'en ai parlé, c'est les gouvernements européens qui vont à un moment donné s'adresser à leur peuple en disant voilà, on va arrêter vous allez arrêter le peuple de lutter pour vos intérêts parce que en vrai, concrètement, là, ce qui nous arrive, c'est la guerre. Et la guerre, c'est la guerre. Donc ça veut dire des morts, ça veut dire vos familles, ça veut dire le village, ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire ? Donc les gouvernements s'arrangent pour rendre la guerre extrêmement concrète, extrêmement vitale. Ce qui fait que, je parle comme Rosa Luxembourg, les ouvriers oublient la vie concrète et quotidienne qu'ils mènent, et finalement, la solidarité qu'ils pouvaient commencer à créer avec leurs camarades leur apparaît plus abstraite que les liens, par exemple, disons, de sang. Donc, vous me suivez, ce que montre Rosa Luxembourg, c'est que le nationalisme, le patriotisme, est un fossoyeur de la solidarité des prolétaires, bien sûr, mais surtout, le nationalisme et le patriotisme se nourrit de la paix sociale. Mais la paix sociale, c'est la guerre. Donc c'est là, elle dit, voilà le piège. C'est-à-dire, paix sociale, qui est en paix du coup ? Qui est tranquille ? Les grands patrons, je parle comme elle, je suis elle, ok ? Les grands patrons, les capitalistes, etc., voilà, eux sont en paix. Et vous, mes petits gars, vous allez aller dans les tranchées. Alors, super, la paix sociale. Du coup, de ce fait, elle va avoir toute une série de discours avant la guerre qui vont condamner l'ensemble des socialistes qui ont voté les crédits de guerre. Voilà. Les socialistes qui ont voté la paix sociale, parce qu'eux aussi, parfois, ils avaient fait la guerre, 70, etc. Donc, et puis tous ceux qui vont céder, il y en a pas mal, au nationalisme.
Mais il y en a beaucoup aussi, il y a énormément d'ouvriers aussi. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, dans la mobilisation, ça marche. C'est pas par hasard qu'on appelle ça mobilisation. Hein. C'est pas une mobilisation que physique, c'est une mobilisation morale, éthique, intellectuelle. Et puis, il faut savoir que de génération en génération, les jeunes gens, ils allaient à la guerre de toute façon. Donc, il fallait quand même un sacré renversement de valeurs pour que ça puisse fonctionner, ce que Rosa Luxembourg voulait. C'est-à-dire que, finalement, la paix sociale, pour elle, c'est l'abandon du prolétariat. Et donc, la liberté, au contraire, ça implique à ce moment-là de lutter. Alors, évidemment, le paradoxe de Rosa Luxembourg, c'est qu'elle parle de liberté tout le temps, puis elle est en prison. Hein, forcément, parce qu'on ne la laisse pas trop s'exprimer. Et la liberté, donc, ça va aussi impliquer forcément la solidarité et la paix, ça vous avez compris. Et la paix, qui est donc, non pas la paix sociale, mais la lutte réelle contre la guerre. La paix, c'est-à-dire la solidarité envers les peuples. Or, au contraire, le capitalisme, alors elle le montre dans des textes, notamment dans son introduction à l'économie politique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'une part l'impérialisme, c'est d'autre part la concurrence, et c'est donc la guerre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle démontre, alors je ne peux pas rentrer exactement dans tous les détails, mais cependant, elle démontre comment les grandes crises, notamment la crise de la pomme de terre, vous savez, qui a touché le nord de l'Europe et de manière extrêmement dramatique l'Irlande, eh bien, est en lien direct avec ce qui se passait aux États-Unis, et que donc finalement, si on regarde les choses de manière très très précise, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une solidarité de fait entre les différents prolétaires du monde, c'est-à-dire que finalement, une crise économique qui se passe en Europe a des effets, des répercussions dans le monde entier, déjà à l'époque, et en produit aussi. Alors elle le dit aussi, par exemple, concernant le cours les histoires de coton et de textile au début du XXe siècle notamment, au début du XXe siècle, mais n'importe quoi. Nous ne sommes pas du tout au début du XXe siècle, nous sommes au plein milieu du XIXe siècle, 1861-1865. Elle explique, donc d'abord, après avoir expliqué qu'il y avait des crises et que c'était des cycles, et que les cycles, ça participait alors elle le dit avec une ironie absolument féroce, hein, elle montre comment en fait les capitalistes sont toujours en crise, mais qu'en fait, si on remarque, ils sont toujours de plus en plus riches. Donc, ça va. Non, mais en plus, c'est vrai. Je veux dire, on peut le démontrer. Et donc là, elle analyse la crise du coton. Donc en Angleterre, vous savez que entre 1861 et 1865, il y a une crise qui touche le coton, hein, le textile. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sécheresse aux États-Unis. Et donc, champs de coton, en plus, sont des esclaves. Donc, eux aussi, ce sont un petit peu des exploités quand même. Et tout ça, ils veulent leur liberté. Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais alors, du coup, plus de coton. Ça fait monter les prix en Angleterre. Voilà. Et surtout, ça fait que du coup les gens n'achètent plus le textile. Le nombre de chômeurs explose. Ça crée une famine extraordinaire. Là-dessus, entre 61 et 65, le gouvernement australien dit nous, si vous voulez, nous pouvons accueillir des ouvriers anglais plutôt qu'ils restent au chômage, etc. Et bien là, incroyable mais vrai, donc il y en a certains qui arrivent à partir en Australie, mais les grands patrons du textile à ce moment-là décident discutent avec les Australiens, discutent avec le gouvernement anglais et décident au contraire d'empêcher les ouvriers de partir, les chômeurs, pour avoir une petite réserve, parce qu'ils savent qu'un an après, c'est ce qui se passe, la crise est terminée, et ils ne vont plus avoir assez de main-d'œuvre. Et ça, alors elle écrit, c'est un texte extraordinaire, hein, vraiment, mais alors la démonstration est parfaite de ce caractère à la fois extrêmement violent du capitalisme et du caractère, de la dramaturgie, caractère quasi fictionnel en fait. C'est-à-dire à la fois ce sont des vrais gens qui meurent quand même, hein, des familles entières qui sont touchées par le chômage, etc. Et en même temps, ce qu'on appelle crise, etc., 5 ans après, finalement c'est bon, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et surtout lorsque le prolétariat le démontre que là il trouve une solution, c'est-à-dire les gens veulent partir en Australie, changer de vie, etc., ils sont empêchés en partie
parce qu'ils doivent quand même rester corvéables. Alors, ils ne sont pas exactement dans la même situation que les esclaves, quand même, hein, d'Amérique auxquels on a fait référence tout à l'heure, mais on peut quand même comparer un certain nombre de choses, bien qu'ils puissent, eux, partir. Bon, c'est pas pareil quand on est dans un champ d'esclaves. Alors, donc, tout ça pour en arriver à l'idée que quand même la liberté implique donc la résistance, implique la solidarité et implique la capacité finalement à préserver un esprit critique, ce qui est quand même très très difficile lorsqu'on appartient donc à la couche de la population la plus pauvre et la plus susceptible de subir des violences, qu'elles soient économiques ou politiques. Et elle le montre avec cette histoire de paix sociale sur laquelle je reviens, parce que c'est une clé. C'est-à-dire que c'est très 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 dur déjà pour n'importe qui de résister au patriotisme. Hein. On a bien vu ces derniers temps, c'est la guerre. Quand c'est la guerre, c'est la guerre. Ben là, c'était la vraie guerre en plus. Mais alors, davantage encore lorsqu'on a l'impression qu'on va avoir une identité avec ça. Lorsqu'on a l'impression que tout d'un coup, on va pouvoir se battre pour quelque chose qui va donner du sens à nos vies, etc. Donc, une reconnaissance, mais qui est absolument illusoire. Donc, au contraire, Rosa Luxembourg ne cesse de vanter la solidarité internationale et une sorte de naissance d'un prolétariat pacifique qui n'existait pas au moment où elle est morte, en fait. Parce qu'elle démontre que le capitalisme tel qu'elle le perçoit a intérêt, lui, à favoriser les préjugés nationalistes pour justement aiguiser la concurrence. Voilà. Alors donc, elle le dit, elle le redit, par définition, la classe ouvrière doit s'opposer à la guerre. Et là-dessus, évidemment, tout le monde est en désaccord avec elle quasiment. Au bout d'un moment, il se retrouve avec... c'est vraiment l'aile gauche, on pourrait dire, de la gauche allemande, quoi. C'est vraiment le spartakisme, aujourd'hui, on dirait, c'est l'extrême gauche, 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 gauche. Gauche, 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 gauche. Très facile, voilà. Alors, troisième point, donc être libre, c'est se libérer. On l'a déjà un petit peu montré. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ne pas être libre, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire, c'est renoncer. C'est avoir abdiqué, c'est avoir consenti au rapport de force. Et finalement, s'être dit, ok, voilà. Mais finalement, le bourgeois n'est pas plus libre que le prolétaire, sauf qu'en réalité, ça lui fait moins mal, concrètement. Non, mais on peut le dire. Mais cependant, lui aussi peut se libérer. Hein, puisque dans l'idéal à construire, si la société est pacifique, tout le monde en profite. Hein, le bourgeois, le prolétaire, ça n'existe plus du coup. Mais bon. Mais comment on peut s'opérer cette libération? Eh bien, par justement l'éducation, par l'émancipation. Et donc ça, c'est vraiment, on est au début du XXe siècle, c'est ce qu'on va appeler l'éducation populaire. Alors, ça a fait long feu pour le coup. Hein. En France, il y a encore aujourd'hui, évidemment, beaucoup d'actions liées à ces mouvements qui naissent au début du XXe siècle, dans ce champ socialiste, en fait. Et Rosa Luxembourg participe volontiers à ces expériences, qui sont l'expérience de donner des cours, en fait, aux ouvriers, à partir des années 1905, 1906, 1907. Il y a une sorte d'école du parti qui va se créer et qui va s'adresser donc aux ouvriers principalement, en leur donnant en fait, parce que la doctrine communiste à l'époque, le KPD n'existe pas encore, c'est l'idée que, dans la Deuxième Internationale, c'est l'idée que le prolétariat, le prolétaire se forme dans la lutte. Donc c'est la pratique qui fait qu'on va prendre conscience de la domination, etc. Rosa Luxembourg, elle dit c'est quand même bien d'avoir un certain nombre d'acquis théoriques. Et donc elle tient à ce qu'il puisse y avoir une dispense comme ça de cours qui soit dispensés aux ouvriers, de sorte qu'ils puissent s'émanciper par eux-mêmes en fait. Et ça, en France, ça va donner lieu, alors c'est pas directement Rosa Luxembourg qui a créé ça en France, mais c'est concomitant,
ça va donner lieu aux bourses du travail et puis aux universités populaires. Les bourses de travail, au départ, c'est ça, c'est-à-dire c'est des cours qui sont dispensés aux ouvriers, des cours qui peuvent avoir une dimension technique, parce que voilà, on se dit que l'ouvrier devant sa machine, et ben, s'il ne comprend pas sa machine, ça quand même, ça renforce son aliénation, jusqu'à des cours d'économie politique. Donc, Rosa Luxembourg écrit des cours, enfin dit des cours sur le socialisme, mais qui sont complètement accessibles à ce public, dont elle veut qu'il puisse avoir par là même les moyens de sa propre libération. Et donc, là aussi, on voit que la liberté, c'est un travail permanent. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est jamais acquis, finalement. Il faut continuer à se former, il faut continuer à réfléchir, il faut continuer à débattre. Il ne faut pas avoir peur non plus des dissensus. Par exemple, c'est ce qu'elle va reprocher au bolchevisme russe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle se sent proche de Lénine, mais elle va dire, oui, mais ce qui est embêtant, c'est que il faut qu'il reste un débat, même s'il y a un parti, même si elle parle du parti puis de la masse, en gros, hein, les individus qui composent la masse, alors la masse, dans sa bouche, c'est pas du tout péjoratif même, alors que dans la nôtre, ça le serait. Hein. Eh bien, il faut que ça reste fluide, il faut que ça reste souple. Il ne faut pas que le parti impose une ligne et que les prolétaires n'aient plus qu'à la suivre. Ça n'a aucun sens du point de vue de Rosa Luxembourg. Il faut que les choses puissent être débattues, entendues et même, pourquoi pas, nuancées, puisque c'est chacun des individus qui va co-construire quand même la révolution. D'accord ? Bon, donc évidemment, elle va reprocher à Lénine et ses camarades une dimension un petit peu, pour le coup, violente. Nous pourrions dire que ce qui tue la révolution russe, c'est la guerre révolutionnaire, finalement. Hein, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on va remobiliser. Chose que Rosa Luxembourg déteste, c'est cette mobilisation intellectuelle, vous voyez, où tout d'un coup, eh bien, on va renoncer à cet esprit critique, à cet effort de retour sur ce que c'est que la révolution, en fait. Alors évidemment, ça ne marche pas toujours. Enfin, je veux dire, pour l'instant, ça n'a pas marché. Enfin, je veux dire, si je me mets en 1918, elle est morte, hein, vous savez. Donc, enfin, je veux dire, elle est morte avant la révolution. Enfin, aucune révolution n'a marché pour Rosa Luxembourg, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas le problème. Enfin, si, c'est le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être, elle, même en prison, c'est en prison que, bon, donc, elle sait très bien, donc on est en 1914, je reviens. Enfin, elle est en prison. Et puis, à ce moment-là, elle pourrait se dire, bah tiens, je vais réfléchir au sens de la vie. Non, elle écrit des textes politiques, elle fonde, je vous l'ai dit, le mouvement spartakiste, elle fonde le KPD, elle écrit des lettres à ses amis, etc. Donc, elle continue à lutter. Elle continue donc depuis la prison à montrer que finalement, elle demeure libre. Mais aussi, ce qui est intéressant, parce qu'on connaît aussi pas mal un autre texte de Rosa Luxembourg, qui est donc les lettres de sa prison, les lettres qu'elle écrit notamment à son amie Sonia non, c'est pas possible, Liebknecht, je ne vais pas le dire, hein, qui est donc l'épouse de Karl Liebknecht, avec qui elle est très proche. Et donc, elle lui écrit des lettres absolument merveilleuses, des lettres justement où elle reprend aussi sa nature, son goût pour la nature, justement. Et notamment, je voulais vous lire un petit passage assez interloquant. Interloquant, je pense que c'est français. Alors, j'espère. Alors, un petit passage où il est question de mésange. Donc voilà, elle parle. Elle parle voilà, elle raconte un petit peu sa vie quotidienne en détention à son amie donc Sonia. J'ai quelquefois le sentiment de ne pas être un vrai être humain, mais un oiseau ou un animal quelconque qui aurait pris figure humaine. Intérieurement, je me sens beaucoup plus chez moi dans un petit bout de jardin comme ici, ou dans un champ étendu sur l'herbe et entouré de bourdons que dans un congrès du parti. Entre nous, elle a passé sa vie dans un congrès du parti. À vous, je puis bien dire tout cela. Vous ne me soupçonnerez pas aussitôt d'être traître au socialisme. Vous le savez. Malgré cela, j'espère mourir à mon poste.
dans une bataille de rue ou dans un pénitencier. Mais dans mon fort intérieur, j'appartiens plus aux mésanges qu'à mes camarades. Donc c'est étonnant. Parce qu'elle va effectivement mourir dans une bataille de rue, c'est assez troublant. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mésanges? Sans doute que, je pense, une hypothèse, c'est que elle est reliée effectivement aux êtres humains par cette dimension politique qui est vraiment très forte chez elle, et cette solidarité, il faut la prendre peut-être aussi au sens radical de la solidarité que nous avons en tant qu'êtres vivants même. C'est-à-dire que finalement, il y a peut-être non seulement une solidarité à construire sur le champ politique, mais aussi à se réconcilier avec le vivant. Et c'est intéressant de l'imaginer parce que la férocité du capitalisme à l'égard des hommes est aussi à l'égard des êtres vivants, des animaux. Et elle le dit sans le dire, c'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle veut, mais quand même on peut l'entendre comme ça. Et puis il y a cette espèce de décalage, en fait, qui est très très beau, je trouve, entre son action politique, etc., et puis le recul, c'est-à-dire se percevoir elle-même finalement comme un oiseau. C'est voilà, peut-être que ça la ferait beaucoup rire qu'en 2022, à Valette, on évoque même son existence. Alors même que, quand même, alors même qu'elle écrit pour que la révolution se fasse. Donc il y a cette espèce de tension que je trouve extrêmement intéressante et fascinante. Donc j'avais plein de textes à vous lire que je ne vais pas vous lire, rassurez-vous. Pour conclure, nous pouvons dire que donc Rosa Luxembourg est née pendant la Commune, vous savez, 1871 à Paris, et elle meurt pendant la Révolution allemande. Donc à la fois, c'est l'expression de deux révolutions avortées, mais c'est aussi ce qu'est la révolution du point de vue de Rosa Luxembourg, c'est-à-dire d'abord un élan. Hein, c'est un élan révolutionnaire, c'est un mouvement plutôt qu'une réalité figée. C'est une lutte permanente et non pas finale, et une résistance. Voilà. Donc c'est ça la liberté. Alors, c'est-à-dire que la révolution, c'est pas une fin en soi, c'est la résistance à ce qu'elle appelle la barbarie capitaliste. Je suis obligée de dire les mots qu'elle emploie. Et enfin, pour elle, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est intéressant, elle le dévoile dans ses textes, c'est que le désordre, ça n'est pas le mouvement révolutionnaire, comme elle l'entend. Le désordre, c'est la concurrence capitaliste, c'est l'absence de solidarité, c'est la mise en concurrence des individus, je viens de le dire, qui fait que du coup, il va y avoir des grèves, etc., etc., etc. Et donc, je ne vais pas dire c'est la lutte finale, mais parce que sinon, imaginez que je chante à la fin, alors là... voilà. Donc, donc j'arrête là. Hein, donc voilà, la liberté est lutte finale.